Merci, Monsieur le Président. Ça m'a montré que je dois parler. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une traduction en anglais, espagnol? D'accord. Donc je vais parler en français, mais en français tunisien. On va parler un peu de comptabilité. Donc j'enchaîne sur ce qu'a dit M. Toll qui parle de point de vue technique. Moi je vais parler de notre technicité aussi, de la comptabilité. Je vais essayer de prouver que la comptabilité constitue aussi un outil important de gouvernance locale. Je vais parler rapidement de la notion, le passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'engagement, le référentiel comptable du secteur public et les notions de contrôle pour terminer avec quelques recommandations que j'espère trouver dans le rapport final du Congrès. Alors, en Tunisie, depuis les années 70, on a promulgué un code de la comptabilité publique et même avant ce temps-là, on a adopté une comptabilité à partie simple au niveau de l'administration. Donc, cette comptabilité à partie simple concerne maintenant 264 municipalités. Elle concerne aussi 2353 entreprises EPA, entreprises publiques administratives. C'est pourtant un système qui est plein de limites. La comptabilité à partie simple présente beaucoup de limites par rapport au suivi, au contrôle, à l'agrégation des données. On va voir quelques détails. Donc, en 1973, le texte promulguant le code de la comptabilité publique prévoit dans son article 5, donc l'article 5 du texte de promulgation, pas du code lui-même. Donc, seront appliquées progressivement les dispositions du présent cas relatives aux matières ci-après indiquées. Première chose, l'institution de la comptabilité à petit double. On attend encore. Et si vous voyez aussi à la fin, au cinquième point, l'application du système de la gestion aux collectivités publiques locales. Donc, ce texte a intégré les collectivités locales dans le système de la comptabilité publique, qui est censé être un système à partie double. Depuis 1973, dans la rue de Marseille à Tunis, on travaille encore. On n'a rien accouché. Mais on veut passer d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'engagement. Une comptabilité de caisse, comme on la voit dans la discussion de la finance de chaque année, titre 1, titre 2, titre 3 et tout ce qui en suit. Et pourtant, les choses étaient claires depuis 1496, pas 1973. C'est depuis Luca Paciolo, la comptabilité à partie double est simple. On parle de l'exhaustivité des transactions, ou l'exhaustivité des opérations en comptabilité. On parle de la prise en compte de toutes les opérations au jour le jour. Et on parle aussi d'un équilibre. Personne ne peut aller dormir si l'écriture comptable n'est pas équilibrée. C'est des règles très simples qu'on aurait pu appliquer depuis 1973. Depuis 1973 aussi, j'insiste sur ça, parce que ça fait un peu, pour un spécialiste de comptabilité, ça fait un peu de grincement. Il y a une boîte noire au niveau de la Direction générale de la comptabilité publique. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Direction générale de la comptabilité publique ici? Pour ne pas être touché de Reiba. Les Reiba Mais il y a une boîte noire. Je me rappelle, il y a une année et demie à peu près, dans une petite conférence à Tunis, j'ai parlé d'énorme IPSA, c'est comme quoi il faut qu'on commence à faire ça, etc. Ils m'ont dit, mais ça y est, on a fini le travail. Au niveau de la comptabilité publique, on a fini le travail.
quel travail? Ils m'ont dit le système de comptabilité à partie double au niveau de l'administration et le projet est fini. On a terminé, on va commencer à travailler avec. Il y a déjà une année et demie de ça, mais voilà. D'accord? En plus, il y a une nouveauté au niveau de la loi de finances initiale de 2014 qui a annoncé la révision du Code de la comptabilité publique, surtout l'article 87, pour annoncer la création d'un Conseil national des normes du compte public et aussi pour annoncer le début du processus de normalisation ou d'adoption de nouvelles normes du secteur public inspirées des normes internationales. Alors, ceci suscite beaucoup de remarques ou beaucoup de commentaires. Première chose, pourquoi parler d'un Conseil national des normes du compte public alors que déjà on a un Conseil national de la comptabilité qui est censé normalement faire ce travail? On aurait pu, par exemple, créer une chambre ou un comité au niveau du Conseil national de la comptabilité qui va organiser ce projet. Malheureusement, nous, en Tunisie, on a un système qui est ingénieux, on veut toujours refaire les choses. Et donc, ceux qui ont capitalisé de l'expérience au niveau du Conseil national de la comptabilité, on va les laisser de côté et on va apporter de nouvelles personnes qui vont faire des missions à Paris, à Londres, en Allemagne, avec des missions, avec du shopping, etc. Et après, pour refaire la même chose. C'est toujours le même esprit, malheureusement. Alors, deuxième chose, quand on veut créer un Conseil national de la comptabilité publique en parallèle avec un Conseil national de la comptabilité qui devrait normalement devenir Conseil national de la comptabilité privée, c'est comme si aussi on veut créer deux processus complets de préparation de l'information financière, de reporting et de contrôle. Et donc, c'est comme si on veut exclure les spécialistes de contrôle de la comptabilité privée du processus. Je suis en train de faire beaucoup de rêves. Mais quand il y a un silence de l'autre côté, alors, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on m'ont dit? Ils m'ont répondu que le fait de dire qu'on va créer un Conseil national de la comptabilité, qui n'est pas encore créé pour le moment, mais c'est pour donner un message fort aux instances internationales pour débloquer les 500 millions, les fameux 500 millions en 3 tranches, 2 millions en 3 tranches. C'est-à-dire, on veut faire un message fort à l'FMI et à la Banque mondiale qui ont demandé de commencer ce processus. Et donc, peut-être c'est parmi les exceptions en Tunisie que dans une loi, on annonce une intention ou on déclare quelque chose aux étrangers au lieu de prendre des décisions pratiques. L'autre remarque aussi, donc, on annonce la normalisation, donc le projet de normalisation du secteur public selon les normes internationales, alors qu'on n'a pas encore réussi à appliquer la comptabilité double, le débit crédit. Et on veut passer aux IPSAS. D'accord? C'est très prétentieux comme annonce. Et en plus, c'est là, vous savez, au niveau du système comptable, notre cher système comptable des entreprises, nulle part dans ce système, on dit que ce système s'inspire des normes internationales. C'est-à-dire, en 1994, quand on a commencé le processus, et en 1996, quand on l'a adopté, on était jaloux sur notre autonomie ou indépendance comptable dans le compte privé. Et quand on parle de compte public en 2014, on annonce qu'on va s'inspirer du système comptable international et aussi le terme s'inspirer, je ne suis pas le plus fort dans le domaine du droit, mais le terme s'inspirer, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un texte de loi? Comment on va s'inspirer? Jusqu'à quelle limite on va s'inspirer du système comptable international, etc. Je passe. Alors, la question qui se pose, faut-il recréer
la roue, la spécialité tunisienne. Il y a un système qui s'appelle IPSAS. Le système IPSAS, c'est Information Public Sector Accounting Standards, qui commence maintenant à être généralisé partout dans le monde. Par exemple, l'ONU a laissé tomber son système, le système comptable de l'ONU, pour appliquer les normes IPSAS. Tous les autres, l'OCDE, l'OTAN, le FAO, la Cour pénale internationale, etc., donc tous les organismes internationaux ont commencé à appliquer les normes IPSAS, sachant que le processus a commencé en 2010, et pour certains, comme par exemple l'UNESCO, le processus va se terminer en 2014. C'est-à-dire qu'ils ont pris 5 ans pour commencer à appliquer le système petit à petit, pour faire les inventaires, pour intégrer les actifs selon les méthodes de valorisation, de prise en compte, etc., selon les normes IPSAS, pour les passifs, etc. Donc, c'est un processus quand même qui est assez lent. Vous imaginez, pour un organisme pareil, bien organisé, avec tout le système d'information disponible, etc., ils ont pris 5 ans. Donc, il faut imaginer combien il nous faut dans tel processus en Tunisie. Ce système aussi, qui est promulgué ou qui est édité par l'IFAC, c'est l'IFAC qui est en train de faire la normalisation dans le secteur comptable public. Ce n'est pas l'ISP. Donc, sauf que, en fait, c'est un peu particulier parce que l'IFAC a pris l'autorisation de l'IASB de s'inspirer ou de prendre les normes du secteur des normes MISA, IFRS, et de les modeler, de les adapter au système comptable au secteur public. Plusieurs pays ont commencé à adopter ce système. Il y en a une centaine qui l'ont annoncé. Il y a certains pays, vous pouvez les deviner, hein, les pays qui ont déjà appliqué le système, c'est les pays connus en matière de bonne gouvernance, en matière de transparence, etc. Je ferme les yeux, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, et j'en passe. Et en Afrique, il y a 3 pays qui ont annoncé, hein, c'est juste une annonce, le Cameroun, le Burundi, le Rwanda. Je n'ai rien contre le Burundi et le Rwanda, c'est de beaux pays. Le Cameroun aussi, c'est un beau pays, mais c'est parmi les derniers en matière de corruption, donc je crois que c'est plutôt une intention. Voilà. C'est l'effet donnant. J'espère qu'en Tunisie, on n'aura pas le même problème, sachant que nous et le Cameroun, on se partage déjà à notre point. On a le timbre de voyage à la sortie. Alors, quels sont les avantages de ce système IPSAS? Je vais parler de 3 points, le suivi patrimonial, le suivi budgétaire et le suivi de la performance d'une manière rapide. Premier point, c'est un système comme on le connaît, c'est comme le système comptable tunisien aussi, hein, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on demande un suivi patrimonial. Donc, il faut un inventaire des actifs. Un inventaire des actifs, tous les actifs. Je vais vous raconter une petite anecdote en 5 secondes, 10 secondes peut-être. On était une fois en visite à un ancien ministre, c'est Mohamed Abou, dans Kasba, le palais du gouvernement, quand il était le ministre de réforme, chargé de la gouvernance et la réforme administrative. Et parmi les dossiers qu'on a mis avec nous, c'était le dossier IPSAS, pour parler des IPSAS et comment il faut accélérer les choses, etc. Comme par hasard, on trouve chez lui, il était en train de terminer notre réunion, et on a entendu un peu ce qu'il est en train de dire. C'était une réunion sur l'inventaire des voitures de l'État. Et j'ai découvert, en 2011 ou 2012, que l'État n'a pas une liste exhaustive des voitures en sa propriété. Les voitures qui sont normalement censées être inscrites au service des mines et qui ne peuvent circuler sans une carte grise. Ou bien je me trompe. Vous imaginez maintenant si on fait l'inventaire des ordinateurs de l'État, des chaises,
des tracteurs, etc. D'accord? Donc, c'est pas aussi évident que ça, mais le système, et d'ailleurs, c'est parmi les points très importants qu'on doit lancer dès maintenant si on veut appliquer un système de comptabilité à partir de. Oui. De la comptabilité à partir de débit et crédit. Oui. Je me demande comment ils ont comptabilisé la sortie de l'argent lorsqu'ils n'affectent pas à l'actif. Le débat, on laisse le débat après, s'il vous plaît. On va laisser le conférencier terminer. De toute façon, on va réserver le temps qu'il faut. D'accord. Alors, l'autre point au niveau du suivi patrimonial, dans les normes IPSAS, donc ce système permet, il n'exige pas, hein, c'est parmi les particularités, il permet de comptabiliser, je vais vous surprendre encore plus, monsieur, il permet de comptabiliser le PAR, le DOM, Sourcefax, etc. C'est-à-dire que Sourcefax, on était très agréablement surpris par notre promenade d'hier soir. Normalement, c'est un patrimoine de la ville qui devrait être comptabilisé dans le bilan de Beladit Sfers. C'est une possibilité parce qu'on sait tous que ce n'est pas évident de les comptabiliser. D'ailleurs, le norme IPSAS donne une option de comptabiliser ou de ne pas comptabiliser l'actif patrimonial. Par exemple, à l'UNESCO, un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé, à l'UNESCO, ils ont une très grande collection de peintures, de toiles, qui n'a pas été comptabilisée. Ils ont mis ça dans les notes des états financiers pour dire que notre collection n'a pas été présentée, faute de valorisation. Voilà. Les préalables pour le suivi patrimonial. Par quoi il faut commencer? Il faut commencer par un inventaire physique. Les experts comptables qui sont dans la salle vont tous sourire, parce qu'un inventaire physique, on sait tous que c'est pas facile, surtout que quand il s'agit de la première fois. On imagine les collectivités locales faire leur inventaire physique, ce sera quand même assez lourd et ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'honoraires aussi. La mise en place d'un suivi extra-comptable pour faire le rapprochement de la comptabilité extra-comptable et la valorisation des actifs. Et j'arrive à votre question, monsieur. Donc, selon les normes IPSAS, on valorise selon la juste valeur au moment de l'acquisition, de la première entrée. C'est-à-dire, on va essayer de revenir en arrière pour voir si on pourrait appliquer ou déterminer la valeur. Quel est le prix d'acquisition, quel était le prix d'acquisition à la première entrée. Sinon, on pourrait utiliser d'autres techniques de l'IFRS 1, comme par exemple la juste valeur au moment du passage au système, etc. Donc il y a des petites solutions pratiques. Nous, les comptables, on est spécialistes en ça. Donc 1 plus 1, c'est pas toujours 2, il faut trouver une solution. Alors, pour le contrôle budgétaire, je vais aussi parler d'une petite anecdote. Vous voyez ici une petite dépêche de presse. Là, c'est reporte la clôture du budget de l'État de 2009. C'était quand? C'était le 3 janvier 2013. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Hein. Depuis la création de l'État tunisien, c'était toujours comme ça. Le budget de l'État il est généralement clôturé 5-6 ans après. Ça passe dans une loi, personne ne s'aperçoit, c'est seulement les députés qui le font entre deux postes café. Et pourquoi on ne s'aperçoit pas de ça? Parce que nous, on s'occupe surtout de la loi de finances, de l'annonce du budget, parce que ça contient des mesures fiscales. C'est notre dada. Par contre, la clôture du budget, c'est-à-dire le contrôle budgétaire final pour dire combien on a prévu de dépenser, combien on a dépensé, ça reste une affaire interne du Parlement et du gouvernement. Et donc, réellement, on parle du budget, quel est le budget d'État de cette année? 27 milliards de dinars, est-ce que je sache. Hein? Mais quel est le budget réel? C'est-à-dire, quel est les dépenses réelles de l'État? On ne sait pas. Il faut revenir à 2009 pour voir déjà combien on a clôturé le budget, première chose.
Et deuxième chose, même si vous revenez au JOT, au journal officiel, vous allez trouver un seul article, hein, le budget de l'État de 2009 est clôturé, point à la ligne. Tous les détails, ça reste en interne. Donc on parle de bonne gouvernance, ça veut dire aussi de transparence. La norme IPSAS 24 donne la solution à ça. Donc dans la norme IPSAS 24, on parle d'un suivi budgétaire. Quand un organisme public adopte les normes IPSAS, chaque année, quand il arrête ses états financiers, il doit arrêter avec le suivi budgétaire avec les écarts. Comme on le fait au niveau de l'ordre. Je porte un peu la casquette du trésorier. Donc nous, au niveau de l'ordre, on doit présenter notre budget, qu'est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire comme réalisation et quels sont les écarts. Et s'il y a des dépassements, moi je ne dors pas la nuit. Hein, la nuit de l'Assemblée, ça serait le cauchemar. Je vous donne un exemple ici qui va vous surprendre. Mes chers collègues, aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous dire, mais c'est... D'accord, 2 minutes, monsieur. Il y a des gens qui vont nous dire, mais c'est impossible de mettre en place un système pareil. Oui, mais la Suisse a adopté les normes IPSAS pour l'ensemble de la Suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Suisse présente son bilan, son capital, ses actifs, ses immobilisations, le stock, les liquidités, équivalentes liquidités, etc. Tout l'État suisse. Moi, je vous ai présenté ici les états financiers de la République de canton de Genève. Vous savez que la Suisse est composée de plusieurs cantons. Et les cantons, après avoir arrêté leurs états financiers individuels, ils font une consolidation pour arrêter les états financiers consolidés de la Suisse. Voilà. Et aussi, quand on a des états financiers qui sont clairs, précis, arrêtés, etc., on peut s'apprêter. Moi, j'ai pris juste un exemple. On peut faire tout ce qu'on veut des chiffres. Donc, on peut faire parler des chiffres et présenter aux citoyens toutes les informations nécessaires sur les réalisations, sur la performance, etc. Et donc, pour cela, les préalables, c'est premièrement la mise en place d'un système d'information approprié, et aussi, c'est le fait de coller le système budgétaire au système comptable. Je termine avec le suivi de la performance. Donc, dans ce système, on peut déterminer, on parle pas de résultats, de bénéfices. Ce n'est pas, l'État ou la collectivité publique n'est pas appelé à faire du bénéfice, mais on parle d'excédent ou de déficit annuel avec des indicateurs de performance. Et vous voyez ici, j'ai pris un exemple du rapport. Donc, la République de canton de Genève présente un rapport financier avec des explications sur tous les dépassements budgétaires ou le fait de ne pas atteindre certains objectifs. Quand on arrête dans le budget, quand on dit qu'on va, par exemple, dépenser 1,5 milliard dans la santé, et après on ne dépense que 1,2 milliard, par exemple, ça veut dire que le citoyen n'a pas reçu les services de 300 millions de dinars d'investissement, etc. Donc, alors, pour le suivi de la performance, donc, il faut, comme préalable, définir le système d'évaluation. On parle de performance, mais ça veut dire quoi, performance? Ça fait l'objet d'un tout un programme avec la CIG au niveau des communes. Maintenant, on est en train de travailler sur la détermination des indicateurs de performance des communes. Il faut arrêter des objectifs, mais aussi il faut travailler sur les compétences, parce qu'aujourd'hui, est-ce que les compétences qui existent dans les communes ou partout dans l'administration centrale, est-ce qu'ils ont la capacité de faire tout ça? On n'a rien contre eux, mais même nous aussi, on a besoin d'être formés dans ce cas. Donc, quelle est la relation entre l'IPSAS et la gouvernance? Ou qu'est-ce que le PSAS peut présenter comme apport au niveau de la gouvernance des collectivités locales? En termes de transparence,
Vous imaginez quand on aura des états financiers arrêtés en bon moment, standardisés, comparables, etc. Donc, ça va nous permettre d'être transparents, ça va nous permettre aussi d'assurer la redevabilité aux citoyens, on va présenter aux citoyens les informations sur les dépenses, les recettes, sur la part des recettes provenant de la fiscalité, des ressources propres, etc. Et on va aussi évaluer la performance des communes. Je termine avec le contrôle financier. Je termine avec le contrôle financier. Donc nous savons tous qu'en Tunisie, les EPIC, les entreprises à participation publique et les EPS sont soumises à une révision légale. C'est depuis les années 90, et ça a donné quand même de bons résultats parce qu'il y a une amélioration au niveau du système de contrôle interne, au niveau des procédures de gestion, etc. Au niveau des EPA et collectivités locales, elles sont soumises au contrôle administratif, la CGF, le contrôle des services du ministère du Premier ministère et du ministère des Affaires foncières. Alors, ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de référentiel d'audit sur lequel les contrôleurs de l'État s'appuient pour faire leur travail. Donc, c'est toujours des tâtonnements, on fait des renvois aux règles de bonne gouvernance, on fait des renvois à la loi, etc., mais il n'y a pas de référentiel. Et aussi, ça s'apprête beaucoup plus à l'inspection qu'à l'audit. Nous savons tous la différence entre les deux. L'inspection, c'est plutôt pour chercher l'erreur, alors que l'audit, c'est pour une valeur ajoutée, pour améliorer les choses, d'où la nécessité d'instaurer l'audit dans les communes. Et je termine avec des recommandations, Monsieur le Président de la République. Première recommandation, il faut qu'il y ait un seul organisme de normalisation de la comptabilité publique et privée. On peut tous commettre des erreurs. Bon, un article qui, à mon avis, qui est totalement erroné au niveau de loi de finances initiale 2014. J'espère qu'on pourra le corriger. Il faut commencer à travailler sur les préalables. Dès maintenant, les communes doivent commencer à faire leurs inventaires. Ils doivent commencer à parler performance, suivi budgétaire, etc. Il faut accélérer la mise en place du système comptable de la comptabilité publique, le fameux système en partie double. Il faut mettre en place un système de suivi de la performance basé sur le suivi budgétaire et les KPIs, les Key Performance Indicators. Et finalement, il faut soumettre les collectivités locales à l'audit financier. Je vous remercie.